bonjour. Je vais donc aujourd'hui, dans cette première vidéo, vous parler de ce qu'est la Corée, vous faire un point de situation sur la Corée. Alors, quel est mon objectif? C'est de vous permettre d'avoir une meilleure compréhension du problème, d'apprendre un peu mieux ce que c'est que la difficulté et la complication des relations internationales des deux Corées, notamment à la lumière de cet événement qui apparaissait encore il y a 2 ou 3 ans comme complètement impossible, qui a été cette année l'entrevue entre le président des États-Unis et le président de la Corée du Nord, et que donc de vous permettre de comprendre tous les aspects d'un problème qui est plus complexe qu'il ne semble. C'est donc vous permettre une réflexion et de vous permettre également d'avoir votre propre position, votre propre point de vue, d'être dans l'exposé que vous pourriez être amené à faire sur ce problème, de montrer que vous avez une réflexion qui est vôtre. Ce que ce n'est en aucun cas, c'est un cours exhaustif sur la Corée, d'ailleurs on n'y arriverait jamais, et ça nous demanderait beaucoup plus de temps, et ce n'est pas non plus un cours de spécialiste. Donc ceux d'entre vous qui connaissent bien le problème, bien la question, pourront y reconnaître des choses qu'ils connaissent déjà, qu'ils savent déjà. J'espère qu'ils trouveront simplement un intérêt à la réflexion que j'articule. Donc je vais très banalement diviser mon exposé en 3 parties. La première, qu'est-ce que la Corée, pardon, c'est-à-dire essayer de voir de façon structurelle l'essence de ce pays qui est aujourd'hui divisé et qui est tout à fait particulier parmi les États du monde. Dans une deuxième partie, je ferai un rappel historique de l'histoire de la Corée depuis, on va dire, le début du XXe siècle, c'est-à-dire sur une période de 120 ans à peu près, qui correspond pour la Corée qui a 2005 ou 600 ans d'existence à une période relativement courte, mais qui est la période de temps sur laquelle on vous demande de connaître l'essentiel des choses. Et enfin, j'essaierai de résumer dans une troisième partie l'ensemble des problématiques, l'ensemble des difficultés que connaissent aujourd'hui l'une et l'autre des Corées dans leur relation avec l'ensemble du monde et dans leur développement économique, politique et culturel. Je terminerai par une sorte de réflexion, je dirais, prospective qui vous permettra de voir un petit peu si vous souhaitez comprendre, aller plus loin, approfondir la question, et qui vous permettra également de voir si on peut considérer dans les jours ou dans les mois qui viennent un certain nombre d'issues positives ou au contraire très compliquées pour les Coréens eux-mêmes. Donc, voyons donc en première partie, qu'est-ce que la Corée et qu'est-ce que nous dit son histoire jusqu'au milieu du XXe siècle. Alors, je vais vous livrer quelques éléments qui vont être propres à vous faire mieux comprendre le pays et encore une fois sa posture actuelle. Essayons de parcourir l'histoire de la Corée, des origines jusqu'à la fin du XIXe siècle, et nous verrons que nous pourrons dégager certaines permanences du pays qui expliquent encore une fois sa situation particulière, même aujourd'hui où il est divisé en 2 États. En premier lieu, il convient de souligner que la population coréenne est extrêmement homogène. Elle s'est installée sur le territoire actuel sans doute très tôt dans l'histoire. On parle d'un premier royaume dès le 3e millénaire, enfin le premier État dès la fin du 3e millénaire avant Jésus-Christ. En tout cas, dès le 6e siècle avant notre ère, il y a un État, un royaume bien identifié. Et donc les Coréens forment à la fois un peuple remarquablement homogène, qui descend de tribus ouralo-altaïques qui sont donc venus de la Sibérie actuelle, et que cette unité linguistique et ethnique, et même de mode de vie, se traduit par le profond sentiment pour les Coréens qu'ils sont une seule communauté. En même temps, leur langue, qui est ce qu'on appelle une langue agglutinante, est profondément différente de la langue chinoise. Donc c'est déjà un événement important, même si beaucoup de ce que les Coréens ont comme civilisation vient de la Chine, leur langue en tout cas est différente et n'est pas du tout de la même forme ni de la même structure que la langue chinoise. Alors, en plus de ça, c'est un pays montagneux, rude, aujourd'hui très peuplé, avec une forte densité. Donc, il y a, là encore, c'est une permanence de l'histoire coréenne, la notion d'un pays où il est difficile de vivre, d'un pays qui est âpre, qui est ardu,
mais dans lequel on est dans une certaine isolation et dans une certaine identité. La Corée, comme le Japon, se considèrent comme des pays, jusqu'à une époque relativement récente, comme des pays où la vie est difficile et où la pauvreté est la règle. Autre trait de la Corée qui est très important. La Corée se considère comme un petit pays entre deux grands. La traduction de l'image traditionnelle, c'est que la Corée est une sardine entre deux baleines. Alors aujourd'hui, c'est peut-être un peu excessif, puisque la Corée est devenue un assez grand pays comparé à ses deux voisins, mais enfin, c'est toujours cette idée d'un petit pays coincé entre deux mastodontes dont les mouvements peuvent l'écraser, la Chine et le Japon. Et l'histoire, toute l'histoire de la Corée, jusque peut-on dire, encore aujourd'hui, enfin, jusqu'au milieu du XXe siècle, et cette permanence d'un pays qui se sent écrasé par ses deux voisins, qui peuvent, encore une fois, le conquérir, l'envahir, le dominer, et contre lesquels il n'est pas de taille à lutter. Essentiellement, le premier pays, je dirais, qui a une influence sur la Corée, c'est la Chine. Elle a imprimé sa marque, on va le voir, elle a imprimé une grande partie de sa civilisation, de ses modes de pensée, mais aussi c'est le monde proche. Et comme vous le savez, pour les Chinois, traditionnellement, si vous voulez, le monde se divise entre deux ensembles, les Chinois, c'est-à-dire le monde civilisé, et le reste du monde, que l'on pourrait traduire par le mot français, barbare, même si c'est un peu plus complexe que ça. Et parmi les barbares, comme disaient les Chinois, il y a les barbares cuits, c'est-à-dire ceux qui se sont améliorés au contact de la Chine et qui sont tout proches, et puis les barbares crus et les barbares de plus en plus lointains. Et bien les Coréens sont des barbares proches, des barbares cuits, c'est-à-dire que tant pour les Chinois que pour les Coréens, il y a une grande proximité entre les deux civilisations, mais encore une fois, les Chinois en tirent un sentiment comme quoi ils ont naturellement vocation à s'intéresser aux affaires de Corée, et les Coréens en tirent l'idée qu'ils sont naturellement déterminés, en quelque sorte, par les mouvements de la puissance chinoise. Alors, commençons d'abord par l'écriture. Vous savez que l'écriture est quelque chose qui détermine profondément la façon dont une civilisation se conçoit et conçoit son rapport au savoir et au pouvoir. Le coréen, donc, qui est une langue agglutinante, ouralo-altaïque, et a commencé à être écrit assez tardivement, et on a utilisé des caractères chinois pour l'écrire. Mais jusqu'au XVe siècle, ces caractères chinois, que l'on les nomme hanja en général, étaient de ce qu'on appelle des idéogrammes ou des sinogrammes, enfin, des caractères qui ont la double particularité d'être extrêmement compliqués à apprendre, extrêmement difficiles à maîtriser, et ne pas avoir de rapport avec la façon dont est prononcé les mots qu'ils désignent. Alors, comme en Chine, on a essayé d'avoir une sorte d'écriture qui est à la fois une écriture complexe, compliquée, difficile et longue à apprendre, mais qui est maîtrisée par une certaine classe ou une certaine, je dirais, couche sociale, qui par là même a un certain pouvoir. La difficulté pour le coréen, c'est que comme c'est une langue qui a une structure différente de la structure de la langue chinoise, eh bien, à la difficulté déjà de l'ensemble des sinogrammes, s'est ajoutée la difficulté de traduire, en quelque sorte, une langue dans une écriture qui utilise une structure différente. Donc c'était une langue très compliquée, très complexe. À partir du XVe siècle, bon, alors les premiers caractères chinois datent du IVe ou Ve siècle. À partir du XVe siècle, ce qui est relativement récent, mais très tôt dans l'histoire par rapport aux autres pays asiatiques, le souverain de l'époque a eu comme idée d'utiliser non plus des caractères chinois, mais des caractères propres et des caractères phonétiques. C'est-à-dire que ce qu'on appelle le hangul ou l'hangul, c'est une écriture, qui permet de lire le coréen à partir d'une écriture phonétique. Deux différences, donc. Une écriture, un alphabet, enfin c'est un peu plus compliqué qu'un alphabet, mais enfin peu importe, très facile à apprendre, on l'apprend vite, et tout le monde peut l'apprendre sans difficulté, il n'y a pas besoin d'être lettré. Et deuxièmement, c'est aussi facile et rapide, donc ça sert de transmission. Et l'idée de l'empereur, enfin du roi, pardon, de l'époque, c'était effectivement de rendre la langue accessible à tout le monde, de ne plus en faire le seul privilège d'une classe, encore une fois, de lettrés. Et c'est quelque chose qui a profondément marqué
la, je dirais la population, parce qu'en particulier, dès le départ, à la différence de ce qui s'est passé dans beaucoup d'autres pays, cette langue était très accessible, enfin cette écriture, pardon, était très accessible aux femmes. Donc le Hangul s'est développé, s'est répandu dans l'ensemble de la population. Alors, par la suite, d'ailleurs, après le XVe siècle, un certain nombre de souverains ont essayé de revenir là-dessus, de retourner à des caractères chinois, donc difficiles à maîtriser, mais qui permettaient d'exercer, encore une fois, le pouvoir de l'écrit. Euh, Ces tentatives ont semblé réussir, sauf que la langue phonétique, enfin l'écriture phonétique, le hangul, est resté dans la population. Il a continué à être utilisé, et notamment, encore une fois, dans les campagnes, par les hommes comme par les femmes, et il a pris en quelque sorte l'aspect de l'écriture du peuple contre l'écriture des riches. Ce qui fait que cette écriture phonétique est devenue un des points de la résistance des Coréens aux Japonais pendant la dernière occupation, c'est-à-dire jusqu'au milieu du 19e siècle. Et dès le départ des Japonais, eh bien, la langue et en quelque sorte son écriture sont devenues la restauration du pouvoir de l'indépendance et de la liberté des Coréens. Donc c'est une originalité. Alors ça a aussi aujourd'hui, comme vous le savez, une grande, je dirais, ça rend les choses beaucoup plus commodes avec l'informatique, notamment avec tous les modes d'écriture enfin, par l'informatique. Ça donne aux Coréens aussi une beaucoup plus grande facilité d'entrer dans les nouvelles technologies de la communication que leurs voisins chinois. Mais c'est aussi, encore une fois, quelque chose qui a été du pays. On pourrait prendre la comparaison avec le Vietnam. Le Vietnam a connu une transcription phonétique de la langue vietnamienne dès la fin du 19e siècle. Elle a été faite par les jésuites. Elle a été faite d'ailleurs en vue de la cristallisation du pays. Donc, elle est importée de l'extérieur. Les Vietnamiens, d'ailleurs, ne l'utiliseront guère pour les mêmes raisons que les lettrés coréens. Ils l'utiliseront guère jusqu'à l'arrivée des Français à la fin du 19e siècle et le développement d'une éducation un peu ouverte à tous. Donc là encore, euh, une langue particulière, une écriture particulière qui identifie la Corée et qui la présente comme un pays démocratique. Alors, autre aspect aussi sur lequel il est intéressant de se pencher, c'est les religions. Alors, là encore, petite précision au départ, c'est compliqué pour nous de parler de religion. Nous avons, par exemple en France, on sait ce que c'est qu'une religion par les grandes religions dites révélées, les religions du livre, qui est un ensemble de croyances, de foi envers une divinité qui est identifiée et dans un ensemble de structures, à la fois de structures liturgiques et de structures dogmatiques qui nous permettent bien de déterminer à la fois ce qui est conforme à la religion et ce qui est extérieur. Alors, ce qui est complexe, c'est que dans un pays comme la Corée, vous avez des religions, enfin, essentiellement le christianisme, qui est important, mais vous avez aussi ce que nous appellerions des sagesses plutôt que des religions, comme le confucianisme, qui n'est pas vraiment une religion, mais qui est une attitude qui, je dirais, joue le même rôle chez certaines personnes que peut jouer la religion, et puis le bouddhisme, qui est aussi quelque chose d'important. Est-ce que l'on peut appeler le bouddhisme une religion ou pas? Certaines formes de bouddhisme les rapprochent de nos religions occidentales, d'autres non. Mais enfin, acceptons le terme de religion tout en comprenant qu'il est un petit peu réducteur pour exprimer l'ensemble des attitudes des Coréens, on dirait, face à l'au-delà et face à la transcendance. Alors, pour commencer, si vous voulez, qu'est-ce qui s'est passé en Corée? Eh bien, la Corée a connu, ou connaît ce qu'on appelle le chamanisme. Alors, le chamanisme, qu'est-ce que c'est exactement? Nous retrouvons les formes voisines de ce chamanisme dans toutes les sociétés à leurs origines et des fois jusqu'à maintenant. On pourrait dire que c'est quelque chose qui s'apparente à une religion, en ce sens qu'elle privilégie en quelque sorte des rapports entre les humains et le monde au-delà des humains. C'est à la fois le monde de la création, le monde des esprits. On voit des esprits dans la nature, là où nous voyons des choses, on voit des esprits, et aussi le monde des morts, c'est-à-dire des gens qui ont été vivants et qui ne le sont plus. Donc ce chamanisme revêt des formes extrêmement diverses dans les différents pays, mais c'est un système qui permet de relier l'homme à une transcendance et qui lui donne une explication du monde, un sens du monde, et qui en même temps peut être, en quelque sorte, ce lien entre le monde et l'extramonde peut être sollicité pour nous aider à mieux vivre, en particulier à guérir de maladies.
Alors, le chamanisme a été très présent en Corée, et on peut dire qu'il y est encore présent. On n'est pas chamaniste comme on est chrétien, c'est-à-dire que c'est plutôt une attitude dans la vie courante qu'une religion dont on révérerait les dogmes et que l'on célébrerait à période et à date fixe. Il est certain que le chamanisme joue encore un rôle en Corée, qu'il a tendance peut-être en Corée du Sud à se développer et qu'il a tendance sans doute aujourd'hui à être conçu plutôt comme une attitude, je dirais presque méta-religieuse que comme une religion, mais comme une attitude qui fait partie de l'identité coréenne. Donc il reste un fond chamanique dans la population coréenne. On peut dire que ça, c'est vraisemblablement vrai autant au nord qu'au sud. En revanche, pour le reste, je voudrais rappeler qu'en Corée du Nord, bien que la Constitution laisse en quelque sorte chacun libre de pratiquer sa religion, dans la réalité, toute religion est interdite. C'est aussi simple que ça. Seul le marxisme ou le léninisme athée est autorisé, donc tout ce qui est attitude religieuse est considéré comme contre-révolutionnaire, donc interdite. Alors, il y a quelques traces, en quelque sorte, d'une religion qui serait plus ou moins tolérée. Bon, dans la réalité, il y a sans doute notamment une église chrétienne protestante clandestine. Est-ce qu'elle est très importante, peu importante, on n'en sait rien. En tout cas, elle est très clandestine et très difficile, et sa vie est très difficile. Donc nous allons maintenant parler, en parlant de religion, essentiellement de ce qui se passe en Corée du Sud, dont je vous rappelle qu'elle correspond un petit peu à peu, enfin, disons les 2 tiers à peu près de l'ensemble des Coréens. Alors, première, je dirais, religion, au sens où nous venons de le définir, c'est le bouddhisme. Le bouddhisme est venu de Chine. Il est venu sans doute dès le IVe siècle et il s'est installé en Corée progressivement sans s'opposer, en coexistant parfaitement avec le chamanisme, sans donc les gens aient à choisir entre l'un et l'autre, mais en devenant progressivement bouddhiste et en comprenant, en assimilant en quelque sorte le bouddhisme chinois et en le transformant ou le faisant devenir un bouddhisme coréen. Il est donc une sorte de religion fondamentale, puisqu'il existe depuis encore une fois plus de 1500 ans, et il est conçu comme un bouddhisme comme coréen et comme un bouddhisme important. C'est une religion importante et c'est une attitude qui a bien survécu à la vicissitude des siècles. À partir de ce qu'on appelle la dynastie Joseon, c'est-à-dire la dernière dynastie qui a régné en Corée, ce bouddhisme, donc, c'est-à-dire à partir en gros du XIVe siècle, donc c'est assez lointain quand même, le bouddhisme a cessé d'être accepté ou admis, puisque le bouddhisme c'est aussi quand même une attitude, je dirais, des Coréens devant la vie. Il a cessé d'être admis au profit du confucianisme, lui aussi venant de Chine. On voit donc que vraiment c'est la Chine qui inspire les attitudes religieuses ou méta-religieuses parce que le pouvoir se fonde sur le confucianisme, il faut dire, alors là je ne fais pas du tout d'études des religions, mais simplement de l'histoire des religions, le confucianisme est en quelque sorte une attitude qui est facile pour les pouvoirs, parce que les pouvoirs, à tort ou à raison bien sûr, mais les pouvoirs se fondent sur le confucianisme pour demander, voire exiger en quelque sorte une obéissance absolue des populations à leur souverain, à la hiérarchie politique. Et donc la dernière dynastie coréenne, la plus importante, mais la plus développée, a banni le bouddhisme et a interdit le bouddhisme qui lui semblait quelque chose de critique. Effectivement, dans le bouddhisme, il y a une sorte de critique de tout ordre établi au profit du confucianisme. Il y a sans doute eu des persécutions, enfin il y a eu des persécutions, mais elles n'ont pas réussi à éradiquer le bouddhisme. Alors, troisième, donc on est à partir du XIVe siècle, le confucianisme, et à partir du début du XIXe siècle, donc du tournant du XVIIIe et du XIXe siècle, ça a commencé à se répandre en quelque sorte le christianisme. Alors, au départ, à la fin du XVIIIe siècle, le christianisme vient également par la Chine, par en quelque sorte essentiellement les chrétiens, les jésuites qui sont installés en Chine. Et le christianisme se développe, je dirais, en Corée sous sa forme de catholicisme. Ça commence plus ou moins difficilement, puisque tout au cours du XIXe siècle, il y a des périodes d'acceptation, de tolérance du christianisme, et des périodes en quelque sorte de persécution. Il y a beaucoup de persécutions, et d'ailleurs, puisque si le chrétianisme vient de Chine, beaucoup de missionnaires sont européens, et en particulier français.
Et certaines de ces persécutions, d'ailleurs, entraînent une expédition de représailles de la France qui va prendre en quelque sorte, sinon prétexte, du moins raison de l'exécution de missionnaires français pour aller bombarder, aller faire une expédition militaire un peu sans lendemain sur la Corée, mais qui, comme vous le savez peut-être, a entraîné le pillage ou la confiscation de certains textes, de certains documents coréens extrêmement importants dans l'histoire du pays et dont le président Mitterrand a décidé, vous voyez, plus de 100 ans après, de restituer au moins une partie à la Corée du Sud. Alors, ce catholicisme qui se développe, comme il est de toute façon minoritaire et comme il est persécuté ou du moins peu accepté par le pouvoir, il se développe au sein de la... Il reste très minoritaire, mais il se développe au sein de la population. Il diffuse dans les classes pauvres et rurales, donc peut-être aussi plus au sud qu'au nord. Et puis, à la fin du XIXe siècle, s'ajoute au christianisme catholique le protestant, ce que nous appelons le protestantisme, qui est essentiellement le fait, bien sûr, de missionnaires américains et britanniques, mais surtout américains, et qui ajoute, si j'ose dire, au prosélytisme religieux aussi toute une politique d'œuvres de bienfaisance, notamment de développement d'hôpitaux et d'écoles, qui permet d'implanter assez rapidement ce protestantisme davantage dans les villes que dans les campagnes, et je dirais davantage auprès de la classe moyenne qu'auprès des classes rurales. Ce protestantisme qui se développe à la fin du XIXe siècle, bien qu'il arrive après le catholicisme, arrive à être, si j'ose dire, prédominant. Il y a plus de protestants, en additionnant, si j'ose dire, toutes les formes de protestantisme, essentiellement le méthodisme. Il y a plus de protestants que de catholiques, même si chacune, si j'ose dire, des divisions du protestantisme est moins importante que le catholicisme. Alors là aussi, comme il a été persécuté, surtout le catholicisme, il est devenu en quelque sorte l'âme de la résistance contre le pouvoir, et cette résistance contre le pouvoir, elle s'exprime pleinement au moment de l'invasion et de l'occupation japonaise. Beaucoup de catholiques sont dans les milieux de la résistance, dans les milieux des exilés, et le christianisme apparaît comme une des formes de résistance au pouvoir. Il apparaît après, d'ailleurs, en Corée du Sud, entre la fin de 1945 et les années 90, également comme une forme de résistance à la dictature militaire, aux dictatures militaires, qui pourraient peut-être, d'une certaine mesure, rappeler les périodes antérieures où le pouvoir royal persécutait les chrétiens. Et donc le christianisme, et surtout dans sa forme catholique, a une importance, une influence en Corée qui est liée encore une fois à cette résistance aux persécutions et aussi à des pouvoirs jugés soit autoritaires, soit coloniaux. Le premier président véritablement démocratique de la Corée du Sud, Kim Dae-jung, était lui-même un catholique, et non pas l'actuel ni le dernier, mais l'avant-dernier président était lui-même un protestant. Donc, c'est un élément important et à la fois original par rapport à la Chine, même par rapport au Japon. La Corée est, après les Philippines, en Asie orientale, le deuxième pays par l'importance de la population chrétienne. Et encore une fois, cette histoire particulière fait que le christianisme est vécu en Corée comme une religion, si j'ose dire, des Coréens, et non pas comme il peut être vécu en Chine. Enfin, c'est compliqué, mais il peut être vécu en Chine comme une sorte de... Vous savez que toutes les tractations entre le pouvoir et le Vatican tournent autour de ce point, comme une religion inféodée à l'Occident et à la puissance occidentale qu'est le pape. Aujourd'hui, qu'est-ce que l'on estime? On estime qu'il y a environ 24%, si on retenait l'idée d'un quart de la population coréenne qui est explicitement bouddhiste, et il y a à peu près 32% de chrétiens, sur lesquels, là encore, à peu près 24-25% sont protestants et 7-8% sont catholiques. Mais si vous voyez, donc ça fait les catholiques et les protestants en tant que chrétiens représentent la première religion du pays, et bouddhisme plus christianisme ne représentent qu'un peu plus de la moitié du pays. C'est-à-dire que beaucoup de Coréens ne se reconnaissent explicitement dans aucune religion. Alors, voyons maintenant dans la suite de cet exposé les relations entre la Corée et ses deux voisins.
D'abord, la Chine, si vous voulez. Les rapports avec la Chine sont complexes, puisque de la Chine viennent beaucoup de choses, et en particulier, on pourrait dire qu'il y a une sorte d'influence de civilisation très forte, qui s'est encore une fois exprimée au début dans les idées, dans la littérature, les formes de pouvoir politique, dans le confucianisme, dans le bouddhisme et même, paradoxalement, dans le christianisme. Donc la Chine a été aussi, si vous voulez, une puissance dominante par du pouvoir chinois de faire de la Corée un vassal. Il y avait un vassal, comme le Vietnam, l'empereur du Vietnam devait être vassal de l'empereur de Chine, et bien le roi puis l'empereur de Corée aurait dû être euh, vassal de l'empire chinois. Et les Coréens ont beaucoup résisté à cela. À partir du XVIe siècle, la, la, la Corée, pour se réfugier, si j'ose dire, dans une sorte d'autonomie, a accepté de verser tribut au pouvoir chinois. Et en échange de ça, le pays s'est refermé. C'est à cette époque-là qu'on a commencé à parler de royaume ermite, un pays qui vit refermé sur lui-même, qui a la tentation d'organiser toute sa vie sans dépendre de l'étranger et sans avoir de relation avec l'étranger, favorisé encore une fois par une population très homogène. On notera d'ailleurs que c'est à peu près à ce moment-là que, pour d'autres raisons, dans un autre contexte, mais enfin, de la même façon, le Japon essaye de se fermer, et puis, d'une certaine façon, la Chine, elle qui ne se ferme pas, devient en quelque sorte ouverte à toutes les dépendances. Alors, la Corée échappe en partie à cette espèce de vacilisation par rapport à la Chine, malheureusement pour elle, parce qu'à la fin du XVIe siècle, le Japon l'envahit. L'invasion japonaise est un échec. Les Japonais restent quand même 6 ans à peu près dans le pays. Ils sont repoussés. La guerre est extrêmement meurtrière, est extrêmement difficile. Et là encore, elle accentue à la fois la méfiance des Coréens vis-à-vis des étrangers, les difficultés qu'ils ont avec les étrangers, et aussi l'idée qu'il faut essayer de se replier sur soi-même. Pardon. On voit aujourd'hui que le régime de Corée du Nord, s'il a une légitimité, utilise par ce qu'il appelle le Juche, c'est-à-dire une doctrine de ne compter sur soi-même, pour reprendre le slogan. Cette doctrine plonge ses racines dans l'histoire de Corée. À la fin du 19e siècle, cependant, de même que le Japon est ouvert, si j'ose dire, par le commodore Perry, la Corée est ouverte bien malgré elle, et dans les conditions beaucoup plus dramatiques, par le Japon. Le Japon à nouveau prend pied en Corée, envahit la Corée, et cette fois-ci, à partir de la fin du 19e siècle, établit d'abord un protectorat sur la Corée. En 1905, supprime l'État coréen, il abolit l'État coréen, il fait de la Corée une colonie. Ceci va laisser des traces pour 3 raisons. D'abord parce que l'invasion de la Corée est extrêmement brutale. C'est ce qu'on appelle l'impérialisme japonais sous sa forme la plus agressive. Donc il n'y a aucun effort des Japonais de s'allier à une élite locale ou d'avoir en quelque sorte des relais, des collaborateurs sur place. Non, on envahit le pays pour l'utiliser. Deuxième point, c'est qu'il s'agit d'utiliser toutes les ressources de la Corée au profit de l'expansion japonaise, notamment, vous savez qu'il y a une partie, si j'ose dire, de l'armée japonaise qui échappe un peu au contrôle du pouvoir central, qui s'établit dans le nord-est de la Chine et qui donc également utilise la Corée. On pille la Corée, on utilise toutes les ressources pour la puissance de l'armée japonaise, donc on opprime et on oppresse le peuple coréen au maximum. Et lorsque la guerre commence à tourner mal, notamment dans les années 40, devant une certaine résistance qui existe de la part des Coréens, les Japonais essayent, et heureusement ça ne dure pas longtemps, et puis ça 45 arrive vite, essayent de supprimer toute identité coréenne, notamment, alors d'une part, ils enrôlent dans l'armée japonaise, dans l'armée impériale japonaise, le maximum de Coréens qui peuvent, de soldats coréens qui peuvent, et ils essayent de supprimer tout caractère coréen en donnant notamment aux soldats au sein des forces armées, mais en donnant au maximum de gens des noms japonais pour supprimer leur identité coréenne. Donc les gens doivent abandonner leur nom coréen pour prendre les noms japonais. Vous imaginez quelle sorte d'humiliation c'est pour les Japonais. Et enfin, troisième élément qui est très important et qui est un sujet sensible, c'est que en exploitant
Et en utilisant la Corée, et notamment ses ressources naturelles, les Japonais industrialisent, c'est-à-dire font naître un embryon d'industrie en Corée, vont faire une étape décisive. Comme je vous l'ai dit, auparavant, la Corée était repliée sur elle-même, un royaume ermite qui vivait d'agriculture et presque une agriculture de subsistance. Eh bien, pour les besoins, les Japonais ont ouvert la Corée, si j'ose dire, à un marché plus vaste et ont utilisé la Corée sous toutes ses ressources en commençant à industrialiser le pays. S'il ne reste rien, si j'ose dire, de l'occupation japonaise sur le plan effectivement humain ou sur le plan politique ou de civilisation, il reste quand même que la Corée, grâce au Japon, et malgré elle, est entrée dans les débuts d'une ère industrielle. Et comme on va le voir plus tard, cela a entraîné une très forte, je dirais, croissance en Corée du Sud parce qu'on partait non pas de zéro, non pas de quelque chose de bien, mais on partait de quelque chose qui n'existait pas, par exemple, qui n'existait pas dans d'autres pays d'Asie orientale qui n'avaient pas connu cette occupation japonaise qui a quand même duré entre 1890 et 1945, plus d'une cinquantaine d'années, donc qui a été suffisante pour faire naître, encore une fois, un peu d'infrastructure. On pourrait le voir aussi, enfin on le verra si on a la possibilité à Taïwan, ce qui donc rend les Coréens d'autant plus, je dirais, difficilement réconciliables avec les Japonais, qui leur doivent le pire, mais pas que le pire. Alors voilà donc pour cette partie. Nous allons maintenant rentrer dans l'histoire la plus récente, c'est-à-dire qu'est-ce qui s'est passé en Corée depuis la Deuxième Guerre mondiale et depuis notamment ce qu'on appelle la guerre de Corée, qui juridiquement, comme vous le savez sans doute, n'est toujours pas terminée.